Le son de la gifle a résonné à travers le café silencieux comme un coup de feu brisant du verre. Marcus Cole se tenait parfaitement immobile, sa joue gauche brûlant cramoisie, où la paume de l'ivrogne avait connecté avec force brutale. Sa main est restée enroulée autour d'une tasse de café froid qui avait depuis longtemps cessé de fumer. Il n'a pas scié, il n'a pas reculé, il n'a pas élevé sa voix ou serré ses poings en représailles. Il a simplement absorbé le coup, comme si ce n'était rien de plus qu'une rafale de vent d'automne. Ses yeux sombres se sont fixés sur l'homme qui l'avait frappé, avec une expression qui ne révélait absolument rien de ce qui bouillonnait sous la surface. L'ivrogne qui avait délivré la gifle et rit bruyamment, se tournant vers ses deux compagnons, avec l'arrogance de quelqu'un qui n'avait jamais fait face à de véritables conséquences de toute sa vie. « Mêlez-vous de vos affaires, perdants. Nous sommes juste en train de nous amuser avec la dame. » Victoria Sinclair était assise figée à sa table de coin. Son souffle s'est bloqué quelque part entre sa gorge et ses poumons. Mais elle ne fixait pas Marcus parce qu'il venait d'être publiquement humilié devant une pièce pleine d'étrangers. Elle fixait à cause de la manière dont il se tenait après ce coup. Calme, centré, complètement contrôlé. Il y avait quelque chose enroulé sous cette immobilité. Quelque chose attendant patiemment d'être relâché. Quelque chose de véritablement dangereux. Elle avait passé 2 ans et une fortune considérable à chercher cet homme à travers 3 continents. Et dans l'intervalle d'une seule gifle, elle l'avait finalement trouvé. 6 heures avant ce moment charnière, Victoria était assise seule dans son penthouse de Denver, entourée de la paperasse accumulée d'une obsession qui avait consommé 24 mois de sa vie. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond de son bureau de coin, projetant de longues ombres géométriques sur le bureau en acajou, enterré sous des dossiers, des photographies et des rapports de renseignement auxquels la plupart des civils ne seraient jamais autorisés à accéder. Elle a ramassé une photographie qu'elle avait étudiée d'innombrables fois. Le capitaine Daniel Sinclair lui a souri en retour, beau dans son uniforme de cérémonie, les yeux irradiant la confiance inébranlable qui l'avait défini depuis l'enfance. Son frère aîné, de 4 ans, son protecteur, son héros, porté disparu au combat depuis 3 ans, l'armée l'avait déclaré présumé mort il y a 18 mois. Mais il n'y avait eu aucun corps, aucun enterrement, aucune clôture, juste un drapeau plié et des condoléances si creuses qu'elles résonnaient. Son téléphone privé a vibré contre le bois poli. L'enquêteur qu'elle avait retenu affiché sur l'écran, un homme qui facturait plus par jour que la plupart des gens gagnaient en un mois, mais qui s'était avéré valoir chaque centime. Mademoiselle Sinclair, j'ai quelque chose de substantiel. Une dernière piste qui semble extrêmement prometteuse. Victoria s'est redressée dans sa chaise en cuir, son rythme cardiaque s'accélérant malgré ses efforts exercés pour rester calme. Dites-moi tout ce que vous savez, un homme nommé Marcus Cole, actuellement résident dans une petite ville appelée Ridgewood, Colorado, à environ 2 heures de Denver dans les montagnes. Ancien opérateur de la Delta Force, nom de code Ghost, selon des rapports de mission classifiés que j'ai pu accéder par certains canaux, il fut le dernier soldat américain à voir votre frère vivant pendant cette opération finale. Pourquoi cela a-t-il pris 2 années complètes pour localiser cet homme? Parce qu'il a disparu complètement après cette mission finale, Mademoiselle Sinclair, a changé d'adresse sans laisser d'informations de réexpédition, a coupé tous les liens avec sa vie antérieure et ses associés, vit comme un vrai fantôme maintenant, si vous me pardonnez l'ironie de cette observation. L'armée a protégé son identité avec un extrême préjudice. De multiples agences ont des ordres permanents de protéger sa localisation de toute enquête. Il ne voulait très clairement pas être trouvé par qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Victoria a fixé la photographie de Daniel, le sourire confiant qu'elle n'avait pas vu depuis 3 longues années, sauf en photo et en rêve. 3 ans à regarder leur mère dépérir d'un chagrin inconsolable, pleurant jusqu'à s'endormir chaque nuit sans faute. 3 ans à se demander si son frère était mort rapidement et miséricordieusement, ou avait souffert sans fin dans quelque prison oubliée de Dieu.
3 ans d'une blessure qui refusait absolument de guérir, parce qu'elle n'avait pas de résolution, pas de fin, juste un point d'interrogation éternel, là où la clôture aurait dû être. Envoyez-moi l'adresse exacte immédiatement. Je conduis là-bas aujourd'hui. Le voyage depuis Denver a pris un peu plus de 2 heures, l'autoroute cédant progressivement la place à des routes de montagne sinueuses qui montaient régulièrement dans les majestueuses rocheuses, jusqu'à ce que les attraits de la civilisation semblent disparaître entièrement. Ridgewood est apparu après un dernier virage, comme quelque chose conservé dans l'ambre d'une époque plus simple et plus innocente. Une rue principale, bordée de magasins locaux, portant des enseignes peintes à la main. Un clocher d'église blanc s'élevant au-dessus d'une épaisse canopée de conifères. Les montagnes encadrant tout dans une perfection de carte postale. Leur sommet encore saupoudré de neige malgré la chaleur printanière avançante. Population juste en dessous de 8000, selon le panneau fané aux limites de la ville. Victoria a garé sa Mercedes devant Pinewood Grounds, le café que son enquêteur avait identifié comme la destination régulière de Marcus Cole le samedi. Selon la surveillance, il visitait chaque week-end sans faute, commandant toujours du café noir, s'asseyant toujours au même endroit au bar. Elle a vérifié l'horloge, 3h45. Elle attendrait. La propriétaire du café, une femme d'une trentaine d'années nommée Ellie, elle regardait Victoria avec une curiosité non dissimulée alors qu'elle commandait d'un latte. Victoria savait qu'elle se démarquait dans cet environnement rustique. Son costume Armani coûtait plus que ce que la plupart des gens ici gagnaient dans 2 mois. Sa montre Cartier captait la lumière à chaque mouvement. Elle était habituée aux salles de conseil et aux déjeuners d'affaires, pas aux cafés confortables avec des menus écrits sur des tableaux noirs. Elle a sélectionné une table de coin avec des lignes de vue claires vers l'entrée, a ouvert son ordinateur portable et s'est installée pour attendre. À 4 heures, le café s'était en grande partie vidé de sa foule de l'après-midi. Seule une poignée de clients restait dispersée parmi les tables patinées, dont 3 hommes occupant une banquette d'angle qui avaient clairement bu régulièrement bien avant midi. Ils étaient évidemment des locaux basés sur leurs vêtements de travail usés et leur familiarité aisée avec les environs, probablement des ouvriers du bâtiment ou des cow-boys tuant le temps libre avant que les obligations du soir n'appellent. Victoria les a remarqués jetant des regards de plus en plus audacieux dans sa direction. Elle les a ignorés ostensiblement, gardant son attention fermement fixée sur l'écran de son ordinateur portable. La porte d'entrée s'est ouverte avec un grincement. Un homme est entré, grand et mince, avec des cheveux foncés, montrant des fils gris et une barbe de quelques jours qui n'avait pas vu de rasoir depuis des jours. Il portait une chemise en flanelle délavée, un jean qui montrait des preuves de travail mécanique et des bottes éraflées de graisse. Il ressemblait à un mécanicien, un des milliers qui formaient l'épine dorsale invisible de la petite ville américaine. Mais Victoria l'a reconnu instantanément d'après la vieille photographie militaire. Plus vieux maintenant, plus usé. Mais incontestablement Marcus Cole, fantôme, son cœur a martelé contre ses côtes avec une violence soudaine. 2 ans de recherche exhaustive, d'impasses frustrantes et de pistes prometteuses qui s'évaporaient en rien. Et le voici enfin, hochant la tête avec désinvolture à la propriétaire du café comme un vieil ami, commandant du café noir d'une voix trop basse pour que Victoria l'entende clairement de sa distance, s'installant sur un tabouret familier au bar comme si c'était simplement un autre après-midi de samedi banal dans sa vie de petite ville, délibérément banal. Elle a commencé à se lever de son siège, répétant les premières lignes soigneusement préparées qu'elle avait pratiquées pour ce moment exact. Mais les 3 hommes ivres dans la banquette d'angle se sont levés en premier. Le plus grand d'entre eux, le visage rougi d'un rouge malsain par des heures de boisson constante et déterminée, s'est redressé avec la prudence exagérée du complètement ivre et a commencé à marcher vers la table de Victoria avec un but indubitable. Ses 2 compagnons ont suivi en formation lâche, l'un se positionnant à sa gauche
et l'autre dérivant avec une désinvolture habituelle vers le chemin menant à la sortie, que ce soit par instinct ou intention délibérée, elle ne pouvait pas déterminer. Salut, la belle. Le chef a posé ses deux mains charnues sur sa table et s'est penché en avant, son souffle portant la preuve aigre de bière bon marché consommée en quantité malheureuse. Assise toute seule un bel après-midi de samedi. C'est pratiquement un crime dans une petite ville amicale comme la nôtre. Victoria a gardé sa voix délibérément plate et froide comme l'acier d'hiver. Je ne suis pas intéressé par de la compagnie. Allez maintenant, juste prenez un petit verre avec nous. Nous vous montrerons à quoi ressemble la vraie hospitalité de Ridgewood. Il a souri comme s'il lui offrait généreusement une immense faveur qu'elle devrait accepter avec gratitude. Le deuxième homme a tiré une chaise et s'est laissé tomber lourdement dedans à côté d'elle sans demander permission ou attendre le consentement, son genou pressant contre le sien sous la table avec une intention délibérée évidente. Le troisième avait complété sa dérive occasionnelle et maintenant se tenait positionné entre elle et la porte, ne bloquant pas tout à fait la sortie entièrement, mais rendant le message sous-jacent abondamment clair. J'ai dit non. Reculez maintenant. Elle ne s'est pas dérangée à masquer l'acier froid dans sa voix cette fois. Le sourire du chef s'est élargi en quelque chose de foncièrement désagréable, pétillante. J'aime vraiment cette qualité chez une femme. Il a tendu sa main charnue vers son épaule. Elle a dit non. La voix est venue de derrière eux, de la direction du bar. Calme, tranquille, portant la finalité absolue d'une lourde porte se fermant pour toujours. Marcus s'était levé de son tabouret sans faire de bruit. Il se tenait peut-être à 8 pieds de distance, les mains lâches et détendues à ses côtés, sa posture apparemment décontractée et complètement inoffensive. Absolument rien de son apparence ne suggérait le moindre danger. Il ressemblait exactement à ce que ses vêtements usés annonçaient clairement au monde. Un personne, un mécanicien de petite ville qui travaillait avec ses mains. Quelqu'un qui avait clairement pris la mauvaise décision de s'impliquer dans des affaires qui ne le concernaient pas. Le chef ivre s'est retourné avec une lenteur exagérée, a regardé Marcus de haut en bas avec un dédain et un mépris théâtraux, et a ri avec dédain. Qui diable êtes-vous censé être? Son petit ami ou quelque chose? Juste quelqu'un qui l'a entendu dire non. 2 fois maintenant. Ouais? Eh bien, voici un conseil gratuit pour toi, mon pote. Mêle-toi de tes putains d'affaires avant de te blesser. C'est mon affaire. La voix de Marcus est restée parfaitement égale, presque douce dans sa livraison. Tout le monde dans ce café est mon affaire. L'ivrogne s'est éloigné de la table de Victoria et a approché Marcus jusqu'à ce qu'ils se tiennent à moins de 2 pieds l'un de l'autre, assez près pour que leur souffle se mélange dans l'espace entre eux. Il a gonflé sa poitrine et serré sa mâchoire dans la posture universelle d'un homme qui avait gagné d'innombrables bagarres de bar par la seule intimidation, qui avait appris, par une expérience répétée, que la plupart des gens ordinaires reculaient immédiatement face à la taille physique et à l'agression ouverte. Tu veux jouer au héros ce soir? Bien, héros. Laisse-moi te montrer ce que les héros obtiennent réellement. Il a balancé sa paume ouverte sur le visage de Marcus avec toute la force que sa coordination altérée par l'alcool pouvait rassembler. La gifle a connecté avec un craquement qui a fait taire instantanément tous les autres sons dans la pièce. Marcus n'a pas bougé. Sa joue a rougi d'un rouge vif là où le coup avait atterri avec une force considérable. Mais ses yeux sombres n'ont jamais quitté le visage de l'ivrogne. Et quelque chose dans ce regard fixe, inébranlable, a fait que la température dans le café a semblé chuter de plusieurs degrés. C'est exactement ce que les héros obtiennent, a dit l'ivrogne, sa voix tremblant presque imperceptiblement. Maintenant, malgré sa bravade continue. Maintenant, rasseyez-vous avant que je vraiment. Il n'a jamais terminé la phrase. Marcus a bougé. Non pas avec la vitesse cinématographique clinquante des films d'action, mais avec quelque chose de bien plus troublant. Une efficacité brutale qui ne gaspillait rien,
qui transformait la violence en une physique simple et inévitable. Dans la première seconde, il a capturé le poignet étendu de l'ivrogne dans une prise de fer. L'a tordu contre l'articulation dans une direction où les poignets n'étaient définitivement pas conçus pour se plier et a utilisé l'effet de levier résultant pour projeter l'homme face première sur la table la plus proche avec une force énorme. L'impact a fait trembler chaque plat dans le café. Dans la seconde, l'ami de l'ivrogne s'est projeté en avant de la chaise à côté de Victoria. Marcus a esquivé l'attaque maladroite de charge, a accroché l'élan propre de l'homme comme une arme contre lui et l'a redirigé en un lancer qu'il a déposé à plat sur le dos sur le plancher en bois dur avec un bruit sourd qui a secoué les fenêtres dans leur cadre. Dans la troisième seconde, l'ivrogne restant a produit un couteau pliant de quelque part à l'intérieur de sa veste, la lame s'ouvrant en un clic avec un son qui a arraché des halètements de quelque part dans la pièce. Marcus n'a pas hésité même pour une fraction de moment. Il a fermé la distance avant que le couteau ne puisse se lever en position menaçante et délivrer un coup de bippet précis au poignet de l'homme qui a envoyé l'arme tournoyer au loin sans danger et capturé l'arme dans une prise de contrôle, l'a tordu derrière le dos de l'homme avec une précision exercée, et l'a conduit fermement à ses genoux. 3 hommes, 3 secondes, aucun sang n'a été versé, aucun meuble cassé, pas de cris ou de jurons ou de chaos, juste 3 corps, soit à plat sur le sol, soit à genoux en soumission complète, entièrement incapables de bouger ou d'offrir la moindre résistance. Marcus a redressé sa chemise en flanelle et a roulé ses épaules comme pour défaire une légère tension d'être resté assis trop longtemps. Rien de plus significatif que cela. Ellie, a-t-il dit calmement, se tournant vers le bar avec une aisance décontractée. Cela vous dérangerait-il d'appeler le shérif Patterson? La propriétaire du café a hoché la tête, tendant déjà la main vers le téléphone monté au mur derrière le comptoir. Son expression suggérait une légère surprise, mais certainement pas de choc, comme si elle avait peut-être vu cet homme spécifique accomplir des exploits similaires à des occasions précédentes. Marcus a regardé les 3 ivrognes incapables avec une expression qui aurait pu être de la pitié ou aurait pu être une indifférence complète. Vous allez attendre ici tranquillement jusqu'à ce que le shérif arrive. Vous allez coopérer pleinement avec ce qu'il décidera. Compris? Aucun d'eux n'a offert même un murmure d'argument. Puis, il s'est tourné vers Victoria, sa voix adoucie par le plus petit incrément mesurable. Victoria s'est trouvée entièrement incapable de répondre immédiatement. Elle avait lu son dossier de service détaillé. Elle avait étudié les portions déclassifiées de son vaste historique de mission. Elle connaissait les statistiques impressionnantes et les félicitations et le langage bureaucratique officiel qui décrivait ses capacités considérables. Mais lire sur la Delta Force sur papier et regarder ses capacités déployées en personne étaient 2 expériences entièrement différentes. Vous êtes lui, a-t-elle finalement réussi à dire, sa voix émergeant à peine plus fort qu'un murmure. Vous êtes fantôme. Marcus est resté complètement immobile. Ce fut le premier moment depuis son entrée dans le café où sa contenance a montré une quelconque fissure visible. Quelque chose a vacillé derrière ses yeux sombres. Quelque chose qui ressemblait presque à de la peur ou peut-être à la douleur soudaine d'une vieille blessure rouverte inopinément. Ce nom appartenait à une vie différente. Un homme entièrement différent. Un qu'il avait délibérément enterré il y a 3 ans dans cette petite ville et n'avait jamais eu l'intention d'exhumer. Le shérif est arrivé dans les 10 minutes de l'appel téléphonique. Un homme buriné d'une 50aine d'années qui semblait plus ennuyé d'avoir sa soirée de samedi perturbée que véritablement préoccupé par les détails spécifiques du trouble. Il a menotté les 3 ivrognes sans poser beaucoup de questions, les a chargés efficacement dans sa voiture de patrouille avec l'aisance d'une longue pratique et est parti dans le crépuscule naissant. Dans une ville aussi petite, tout le monde savait clairement que Marcus Cole n'était tout simplement pas le genre à chercher des ennuis sans une cause extrêmement valable.
Après que les feux arrière rouges du véhicule de patrouille aient disparu au coin de la rue, le café est tombé dans un silence incertain. La plupart des clients restants avaient soit fui pendant la brève confrontation, soit réglaient maintenant leurs additions avec une hâte inhabituelle et évitaient le contact visuel. En quelques minutes, seuls Marcus, Victoria et Ellie sont restés parmi les tables vides et les chaises renversées. « Qui êtes-vous » Marcus a demandé. Sa voix était devenue froide et méfiante, sans aucune des tonalités douces qu'il avait utilisées quelques instants auparavant. Victoria Sinclair. Elle a observé ses épaules se tendre presque imperceptiblement, une micro-expression de reconnaissance rapidement supprimée sous son masque neutre et prudent. Je ne connais personne de ce nom. Vous connaissiez mon frère, capitaine Daniel Sinclair, Afghanistan. Il y a 3 ans, le silence entre eux s'est tendu comme une corde de piano. Marcus s'est retourné et a marché vers la porte. « S'il vous plaît. » Victoria a bougé rapidement, se positionnant directement et entre lui et la sortie. « J'ai passé 2 ans à vous chercher à travers 3 continents. Vous êtes la seule personne encore vivante qui sait ce qui est réellement arrivé à Daniel. Vous êtes mon dernier espoir. Votre frère est classifié disparu au combat. C'est le dossier officiel et c'est tout ce que je suis autorisé à dire à ce sujet à qui que ce soit. C'est une réponse militaire. J'ai besoin de la vérité réelle. Parfois, la réponse militaire est la seule réponse qui existe. Il est mon frère. » Les mots ont éclaté de sa poitrine avec une force qu'elle ne pouvait contenir. Ma mère a pleuré jusqu'à s'endormir chaque nuit pendant 3 longues années. Nous ne pouvons pas faire notre deuil correctement parce que nous ne savons pas si nous devrions même faire notre deuil. Nous ne pouvons pas avancer avec nos vies parce qu'il n'y a pas de résolution. Est-il mort? Est-il vivant quelque part et souffre-t-il? Est-il mort rapidement ou lentement? Nous sommes piégés dans ce limbo sans fin de ne pas savoir et vous êtes la seule personne sur Terre qui peut nous donner la paix. Marcus se tenait immobile devant elle, son expression complètement illisible. Quand il a finalement parlé, sa voix était rauque avec quelque chose qui sonnait comme des années de douleur accumulées. Certaines réponses sont pires que ne pas savoir. Faites-moi confiance là-dessus. Il l'a contournée et a poussé la porte dans l'après-midi déclinant du Colorado, la laissant seule au milieu des preuves éparses de brèves violences. Ellie s'est approchée tranquillement après que Marcus ait disparu de la vue. Il a perdu sa femme il y a 4 ans. Cancer. Elle l'a combattu bravement pendant 2 ans avant que la fin n'arrive finalement. Sa petite fille Lily est la seule chose qui le maintienne en vie maintenant. La voix de la propriétaire du café portait une sympathie sincère. Quoi qu'il lui soit arrivé là-bas dans cette guerre, cela a brisé quelque chose de fondamental en lui. Quelque chose dont je ne suis pas sûr qu'il puisse un jour être vraiment réparé. Victoria a fixé la porte par laquelle il avait disparu. Je ne suis pas venu ici pour lui causer plus de douleur. J'ai juste besoin de savoir ce qui est arrivé à mon frère. Ellie l'a étudié pendant un long moment, semblant peser quelque chose intérieurement. Il vit à la lisière de la ville, gère un petit atelier de réparation automobile depuis son garage. Il sera là demain matin à partir d'environ 7 heures. Il l'est toujours, sans faute. Pourquoi m'aidez-vous? Parce qu'en les 3 ans que cet homme a vécu ici, je ne l'ai jamais entendu parler de son passé à qui que ce soit. Pas un seul mot sur la guerre ou son service ou quoi que ce soit d'avant. Peut-être est-il enfin temps que quelqu'un le confronte à cela. Cette nuit-là, Victoria est restée éveillée dans une chambre de motel exiguë à la lisière de Ridgewood, fixant les taches d'eau au plafond qui formaient des formes comme des continents sur un monde étranger. Dehors de sa fenêtre, l'obscurité du Colorado était absolue et complète, non marquée par la pollution lumineuse qui rendait les nuits de Denver perpétuellement grises. Elle a ouvert son ordinateur portable et a navigué vers le dossier contenant des photographies de Daniel, son frère à sa remise de diplôme de West Point, se tenant droit comme un piquet pendant que leur père épinglait ses barrettes de sous-lieutenant avec des mains tremblantes et des yeux brillants. À sa propre remise de diplôme universitaire 4 ans plus tard, rayonnante de fierté qui semblait éclipser même la joie de leurs parents.
Au dîner de Noël il y a 3 ans, la dernière fois qu'elle l'avait vu en personne avant son déploiement final, découpant la dinde avec une précision chirurgicale pendant que leur mère se plaignait qu'il le faisait tout mal comme d'habitude. Elle s'est souvenue de leur dernière conversation avant qu'ils ne partent, se tenant ensemble dans l'allée de la propriété de leurs parents dans le Connecticut, pendant que son taxi tournait au ralenti impatiemment au bord du trottoir. Le matin avait été inhabituellement chaud pour le début du printemps, et Daniel avait porté son uniforme de cérémonie avec la fierté tranquille d'un homme qui croyait véritablement en ce qu'il faisait. Je serai de retour avant que tu ne le saches, Tori. Garde l'entreprise en marche sans problème pendant mon absence. Pourquoi dois-tu y aller du tout? Tu es l'héritière. Papa a construit cette entreprise spécifiquement pour que tu l'hérites un jour. Il a besoin de toi ici apprenant les affaires, pas outre-mer à te faire tirer dessus par des terroristes. Daniel avait souri avec cette patience exaspérante qui était la sienne, le même sourire qu'il avait utilisé quand il lui avait appris à faire du vélo à l'âge de 6 ans, quand il l'avait aidé à étudier pour les examens d'entrée à l'université, quand il l'avait consolé après son premier chagrin d'amour. Parce que certaines choses comptent plus que les profits trimestriels, petite sœur. Ces gens ont désespérément besoin d'aide, et j'ai la formation pour la fournir. Cela doit compter pour quelque chose dans ce monde. Tu pourrais aider beaucoup de gens depuis une salle de conférence. La fondation seule donne des millions chaque année. Écrire des chèques n'est pas la même chose que d'être là. J'ai besoin de le voir de mes propres yeux, Tori. J'ai besoin de savoir que mes mains ont réellement fait une différence, pas seulement ma signature. C'était Daniel distillé à son essence essentielle, mettant toujours les besoins des autres avant son propre confort ou sa sécurité. Toujours croyant que l'action individuelle pourrait faire une différence significative dans un monde qui semblait déterminé à prouver le contraire. Il avait été ainsi depuis l'enfance, sauvant des oiseaux blessés et tenant tête aux brutes 2 fois sa taille. Et puis, il avait disparu dans le chaos de l'Afghanistan et rien dans le monde de Victoria n'avait jamais été le même. Quand Daniel fut officiellement déclaré disparu au combat, leur père Henry s'est effondré presque immédiatement. Crise cardiaque. Les médecins ont expliqué cliniquement, de leur manière professionnelle détachée, que c'était provoqué par un stress sévère et des conditions sous-jacentes. Mais Victoria connaissait la vérité, qu'aucun dossier médical n'enregistrerait jamais officiellement. Henry Sinclair est mort d'un cœur brisé, exactement 6 mois après avoir appris que son seul fils avait disparu. Le chagrin simplement plus que ce que son corps pouvait survivre. Sinclair Defense Technologies est tombé à Victoria à 29 ans, une entreprise qui fournissait des équipements avancés à l'armée américaine et employait plus de 3000 personnes. La responsabilité de prendre soin de sa mère complètement dévastée lui est également revenue, ainsi que l'entretien du domaine familial et la gestion de la fondation caritative que son père avait établie. Et quelque part au milieu de toutes ces obligations écrasantes, la recherche de réponses sur Daniel est devenue son obsession privée, la seule chose qu'elle poursuivait entièrement pour elle-même. Elle avait engagé les meilleurs enquêteurs que l'argent pouvait accéder. Elle avait exploité chaque connexion familiale aux contacts militaires et de renseignement. Elle avait appelé à des faveurs accumulées sur des générations. Chaque piste unique s'était terminée en impasse, jusqu'à maintenant. Elle a pris son téléphone et a composé. « Tori, il est tard, ma chérie, tout va bien? »« Maman, je l'ai trouvé, le soldat qui était avec Daniel sur cette mission finale. » Le silence s'est étiré sur la connexion, brisé seulement par le faible son de la respiration de sa mère devenant irrégulière. Après tout ce temps, la voix de sa mère s'est brisée d'une émotion à peine contenue. « Tori, s'il te plaît, sois prudente. Certaines vérités ont le pouvoir de nous détruire. J'ai besoin de savoir, maman. Nous deux, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça pour toujours. » « Je sais, ma chérie, je sais. » Victoria a terminé l'appel et a fixé la photographie de Daniel jusqu'à ce que ses yeux brûlent d'épuisement et de larmes non versées. À 7 heures le lendemain matin, Victoria a garé devant un modeste garage à la toute lisière de la ville,
où le pavé cédait au gravier et les montagnes commençaient leur ascension sérieuse vers le ciel. L'enseigne peinte à la main au-dessus de la baie principale lisait « Réparation automobile de Cole » en lettres qui avaient pâli après des années d'exposition au soleil. Le bâtiment lui-même semblait patiner mais soigneusement entretenu. Le genre d'endroit qui survivait grâce à un travail honnête et des clients réguliers, plutôt que par la publicité. À travers la porte de garage ouverte, elle pouvait voir Marcus déjà au travail sous un pick-up surélevé. Ses mains noires de graisse accumulées, complètement concentrées sur tout problème mécanique qui exigeait son attention. « Vous êtes venu. » Il n'a pas levé les yeux de son travail. « Je vous ai dit, je n'abandonne pas facilement. Je commence à comprendre cela de vous. » Elle est entrée dans le garage, ses talons de créateur claquant incongrument sur le béton taché d'huile. L'espace sentait l'huile moteur et les copeaux de métal, et le travail honnête. Des outils pendaient en rangées précises le long des murs en panneaux perforés, chaque article clairement assigné à sa position désignée. Dans un coin, au-dessus d'un établi encombré, elle a remarqué des photographies épinglées à un tableau en liège. Une belle femme aux yeux marron chauds et au sourire doux. Une petite fille avec la mâchoire têtue de son père et l'expression gentille de sa mère. Votre femme et votre fille, elle était belle. Votre femme, elle l'était. Le passé composé portait le poids d'un chagrin non traité. Victoria a pris une inspiration stabilisatrice. Daniel m'écrivait chaque semaine pendant qu'il était déployé. Des lettres au début, puis des emails quand l'infrastructure s'est améliorée. Il mentionnait son équipe constamment, me racontait des histoires sur les hommes avec qui il avait servi. Il a écrit sur un homme plus que tout autre. Fantôme, il l'appelait. Il a dit qu'il était le soldat le plus capable qu'il ait jamais rencontré, celui qui n'a jamais échoué quand les enjeux étaient les plus élevés. Daniel vous admirait plus que quiconque dans cette unité entière. Les mains de Marcus se sont arrêtées sur n'importe quel composant qu'il avait ajusté. Votre frère était un soldat exceptionnel, un des meilleurs officiers sous lequel j'ai jamais servi, et il était un homme véritablement bon, ce qui est plus rare qu'il ne devrait l'être. Était? Victoria s'est approchée. Vous continuez à utiliser le passé. Daniel est-il mort? Marcus? J'ai besoin de savoir la vérité, quoi qu'il en coûte de l'entendre. Il s'est finalement tourné pour lui faire face. Ses yeux étaient encernés de rouge par l'insomnie chronique, hantés par quelque chose qui avait des luttes domicile permanents derrière eux. La vérité est compliquée. Alors expliquez-moi, s'il vous plaît. Il a essuyé ses mains sur un chiffon, puis s'est abaissé sur un fût d'huile renversé. Après un silence qui s'est étiré inconfortablement longtemps, il a fait un geste vers un tabouret en métal à proximité. Une invitation, ou du moins une acceptation. Il y a 3 ans, province de Kandahar, notre mission était d'extraire un journaliste américain qui avait été capturé par les forces talibanes 3 semaines auparavant. Daniel faisait partie de cette opération. Il était notre officier commandant. Le meilleur esprit tactique sous lequel j'ai jamais travaillé. Marcus a fixé le sol tandis qu'il continuait. 6 d'entre nous se sont insérés cette nuit-là. Daniel, commandant. Moi comme second en commandement. L'infiltration s'est déroulée parfaitement. Nous avons atteint l'enceinte, neutralisé les gardes, extrait la cible, tout selon le plan. Victoria a retenu son souffle. L'exfiltration est là où ça a mal tourné. Nous sommes tombés dans une embuscade préparée. Plus de 20 hostiles avec des armes lourdes. Nous étions coincés dans une vallée sans soutien aérien disponible pendant 30 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Daniel a pris la décision. Diviser l'équipe. Il a pris 3 hommes pour attirer le feu. J'en ai pris 2, et le journaliste, et j'ai couru vers le point d'extraction. La dernière chose que Daniel a dite fut de les faire sortir, fantômes. C'est un ordre. Et vous avez suivi cet ordre. J'ai suivi cet ordre. Les mots ont émergé comme une confession. J'ai emmené le journaliste à l'hélicoptère. Mais quand les équipes de secours ont atteint la position de Daniel le lendemain matin, elles ont trouvé 2 corps, pas 3. Daniel n'était pas parmi eux. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il a été soit tué et emmené, soit capturé vivant. Le cœur de Victoria est martelé. Capturé, après 3 ans, pourrait-il encore être en vie? Les talibans gardent parfois des prisonniers de valeur, des officiers, pour rançon, pour des échanges. Marcus a secoué la tête. J'ai passé 1 an à appeler à chaque faveur, chaque contact. Rien de solide n'est jamais revenu. Mais rien n'est pas non. Dans ce monde, rien signifie généralement mort sans corps. Vous ne pouvez pas savoir cela avec certitude. Marcus a rencontré ses yeux. Je l'ai laissé là, Victoria. J'ai suivi les ordres. J'ai sauvé le journaliste. Mais j'ai laissé mon ami derrière. C'est ce que je sais avec une certitude absolue. Vous avez fait ce qu'il a commandé. Cela ne m'aide pas à dormir la nuit. Victoria a étudié cet homme brisé qui s'était enterré dans une petite ville. Est-ce pour cela que vous avez disparu? J'en ai fini. Je ne peux plus vivre cette vie. Ma femme a été diagnostiquée avec un cancer 6 mois avant cette mission. Elle est morte 4 mois après mon retour à la maison, et la seule chose qui m'a empêché de la suivre était ma fille. Victoria est restée à Ridgewood pendant plusieurs jours de plus. Chaque matin, elle apportait du café au garage. Lentement, Marcus a commencé à parler plus ouvertement de Daniel, de leur mission, de la fraternité qu'ils avaient partagée. Un après-midi, Ali est arrivé avec une petite fille. « Papa ?» L'enfant a couru dans les bras de Marcus. Son comportement entier s'est transformé. Les lignes dures se sont adoucies. Un sourire sincère a percé. « Hé, ma chérie, comment était l'école? »« Bien. Mademoiselle Patterson dit que je suis la meilleure lectrice de la classe. » La fille a remarqué Victoria. « Qui êtes-vous? »« Je suis une amie de ton papa. » Lily a considéré cela avec la gravité d'une enfant beaucoup plus âgée. « Papa n'a pas beaucoup d'amis. Il dit qu'il aime être seul, mais je pense qu'il est juste triste. » Elle a incliné sa tête, étudiant Victoria avec une franchise déconcertante. « Vos yeux ont l'air tristes aussi, comme si vous aviez perdu quelqu'un d'important. » Victoria a senti sa gorge se serrer inopinément. « Je l'ai fait, mon frère. Il y a longtemps. Est-il au paradis avec ma maman? » « Je ne sais pas, ma chérie. C'est ce que j'essaie de découvrir. » Lily a hoché la tête solennellement. « Papa dit que ne pas savoir est la partie la plus difficile. Il dit que c'est pour cela qu'il reste occupé à réparer des voitures toute la journée. Pour qu'il n'ait pas à penser aux choses qu'il ne sait pas. » Marcus a éclairci sa gorge. « Lily, pourquoi ne montrez-vous pas à Mademoiselle Sinclair vos dessins pendant que je finis ce moteur? » Plus tard, Lily a fièrement exposé sa collection de dessins, les étalant sur l'établi avec la cérémonie d'un conservateur de musée. Des dessins au crayon de montagne avec des pics violets impossibles et des traînées vertes d'aurore. Des fleurs aux couleurs qui n'existaient nulle part dans la nature, sauf dans l'imagination d'une enfant de 7 ans. Une maison jaune avec de la fumée s'enroulant joyeusement de sa cheminée. Un dessin a figé Victoria. Il montrait 3 figures, un homme grand, une petite fille avec des couettes et une femme flottant sur un nuage avec des ailes délicates poussant de ses épaules. C'est maman. Elle nous regarde du ciel. Cette nuit-là, Victoria a reçu un email de son enquêteur. Nouvelle intelligence. Rumeur d'un prisonnier américain transféré au Pakistan il y a 2 ans. La description correspond au capitaine Sinclair. Ses mains ont tremblé alors qu'elle composait le numéro de Marcus. « J'ai besoin de vous voir. Maintenant. » Au garage, Victoria lui a tendu son téléphone. Marcus l'a lu, son visage pâlissant. Cela pourrait être n'importe qui, ou cela pourrait être Daniel. « Victoria, ne vous faites pas ça. Faire quoi? » Espérer, elle a saisi son bras. « Vous avez abandonné. Je ne peux pas. Il est mon frère. » Marcus l'a regardé. La détermination dans ses yeux lui a rappelé Daniel. « Même si c'est vrai, qu'attendez-vous de moi? Vous avez des contacts, des compétences, des connexions. Je suis un mécanicien maintenant. Vous êtes Ghost, l'homme qui n'a jamais échoué à une mission. J'ai échoué, Daniel. Alors ne le laissez pas échouer à nouveau. » Cette nuit-là, Marcus s'est assis à côté du lit de Lily, regardant sa fille dormir.
La voix de Sarah a résonné dans sa mémoire ces dernières semaines. Promets-moi que tu vivras, Marcus, pas seulement survivre, vivre pour Lily. Il avait tenu cette promesse pendant 3 ans, mais survivre était-ce la même chose que vivre? Papa, les yeux de Lily se sont ouverts en papillonnant. Pourquoi ne dormez-vous pas? Juste en train de penser, ma chérie, à la jolie dame. Il a souri, en quelque sorte. Elle est triste, papa. Comme vous l'étiez, ses yeux ressemblent aux vôtres quand maman est allée pour la première fois au paradis. Marcus lui a caressé les cheveux. Papa, avez-vous déjà aidé des gens avant que vous ne répariez des voitures? Oui, bébé, j'aidais des gens. Pourquoi avez-vous arrêté? Parce que je ne pouvais pas sauver tout le monde, et cela faisait trop mal. Lily a considéré cela. Mais vous avez sauvé des gens, n'est-ce que pas? Alors c'est bien. Maman disait toujours qu'aider une personne, c'est comme aider le monde entier. Le lendemain matin, Marcus a récupéré un téléphone qu'il n'avait pas utilisé depuis 3 ans. Fantôme. La voix a semblé choquée. Ne m'attendez pas à avoir de vos nouvelles. J'ai besoin d'une faveur, Jim. Des informations sur un possible prisonnier américain au Pakistan. Le colonel James Webb était silencieux. C'est un territoire dangereux. Je sais. Mais je dois la vérité à quelqu'un. 3 heures plus tard, Marcus a trouvé Victoria au café. J'ai passé quelques appels. Cela prendra du temps, mais je découvrirai si cette rumeur est réelle. Victoria l'a serré dans ses bras. Bref, désespérée, reconnaissante. Merci de ne pas avoir abandonné sur lui. 2 semaines se sont écoulées. Victoria est restée à Ridgewood. Elle et Marcus sont tombés dans une routine. Café au garage, dîner au café avec Lily les rejoignant. Elle est bonne pour vous, Ellie a observé. Ce n'est pas comme ça. Mais c'est bon de vous voir revenir à la vie. L'appel est venu un mardi soir. Fantôme. J'ai trouvé quelque chose. La voix de Webb était tendue. Il y avait un prisonnier américain transféré à un complexe en dehors de Peshawar, là-bas depuis 2 ans. Victoria a saisi l'établi. Est Daniel. Imagerie satellite, reconnaissance faciale, identification positive. Le capitaine Daniel Sinclair est vivant. Les mots ne se sont pas enregistrés immédiatement. Victoria les a entendus comme d'une grande distance, des syllabes résonnant à travers un long tunnel. Vivant. Daniel était vivant. Après 3 ans d'incertitude, après d'innombrables nuits de prières désespérées et de moments plus sombres de capitulation, après avoir failli abandonner tout espoir entièrement plus de fois qu'elle ne pouvait compter, Victoria s'est effondrée sur un tabouret, des larmes coulant sur son visage en rigole. Elle n'a fait aucun effort pour s'arrêter. Tout son corps tremblait de sanglots qui semblaient venir de quelque part plus profond que sa poitrine, d'un réservoir de chagrin et d'espoir qui avait été enfermé pendant 3 longues années. Il est vivant. Oh mon Dieu, il est réellement vivant. Marcus est resté figé un instant, la regardant pleurer, clairement incertain de comment répondre. Puis lentement, avec hésitation, il a tendu la main et a placé sa main sur son épaule. C'était la première fois qu'il initiait un contact physique depuis qu'ils s'étaient rencontrés, et le geste portait plus de poids que n'importe quel mot aurait pu exprimer. Il est vivant. Victoria, votre frère est vivant. Nous allons le ramener à la maison. Il y a une complication, Webb a continué. Une opération de sauvetage a été proposée il y a 6 mois. Elle a été refusée. Trop risquée, trop politique. Refusée. Victoria a essuyé ses yeux. Mon entreprise fournit de l'équipement à l'armée. J'ai des connexions, alors utilisez-les. Victoria a regardé Marcus. Je volerai à Washington demain. Faites-les écouter. Et s'ils ne le font pas, alors je trouverai une autre voie. Voulez-vous m'aider? Marcus a regardé par la fenêtre. Lily jouait dans la cour. J'ai promis à ma femme que je vivrais pour notre fille. Je ne peux pas retourner dans ce monde. Je ne vous demande pas de le faire. Je vous demande de vous tenir à côté de moi pendant que je me bats pour mon frère. Marcus a hoché la tête. Ça, je peux le faire.
Un mois plus tard, le capitaine Daniel Sinclair a été extrait d'un complexe au Pakistan par le SEAL Team 6. Zéro perte. Victoria a volé à l'hôpital militaire en Allemagne. Daniel gisait dans un lit, émacié et barbu, mais vivant. Tori, sa voix s'est brisée. Je n'ai jamais abandonné sur toi. Jamais. Je sais, j'ai toujours su que vous ne le feriez pas. Ils se sont tenus l'un l'autre pendant longtemps. Ils m'ont dit que quelqu'un avait aidé à me trouver. Daniel a dit plus tard. Marcus Cole. Victoria a souri. Il n'a pas abandonné non plus. Est-il ici? Non. Il est de retour au Colorado. Avec sa fille, Daniel a fermé ses yeux. Dites-lui que je ne le blâme pas. Je ne l'ai jamais fait. Il a suivi mon ordre. Une semaine plus tard, Victoria est retournée à Ridgewood. Elle n'avait pas besoin de le faire. Daniel était en sécurité et se rétablissait dans un hôpital militaire, entouré des meilleurs médecins que l'argent et l'influence pouvaient me fournir. Sa mission était complète. La question qui l'avait hanté pendant 3 ans avait finalement une réponse. Elle aurait dû retourner à Denver, à son bureau de coin, à l'entreprise qui avait fonctionné sans son PDG depuis bien trop longtemps. Mais quelque chose de plus fort que la logique ou l'obligation l'a ramenée à la petite ville sous les montagnes, à un garage patiné au bord de nulle part, à un homme brisé qui l'avait aidé à retrouver ce qu'elle avait perdu. Le trajet semblait différent cette fois. Les routes de montagne qui avaient semblé intimidantes lors de son premier voyage semblaient maintenant presque accueillantes, comme un chemin bien tracé plutôt qu'une aventure dans l'inconnu. Ridgewood est apparu après le dernier virage, et Victoria a réalisé avec une certaine surprise qu'elle souriait. Marcus l'attendait au café quand elle a franchi la porte. Lily était assise à côté de lui à leur table habituelle, des crayons éparpillés sur la surface comme des confettis, sa langue sortant du coin de sa bouche en concentration alors qu'elle travaillait sur son dernier chef-d'œuvre. « Daniel est en sécurité », a dit Victoria, se glissant sur le siège en face d'eux. Les médecins disent qu'il fera un rétablissement complet. Cela prendra du temps, des mois de thérapie physique et probablement des années de soutien psychologique. Mais il est fort. Il va aller bien. Marcus a hoché la tête lentement, absorbant les nouvelles. Il voulait que je vous livre un message spécifiquement. Il a dit de vous dire qu'il ne vous blâme pas. Il a dit que vous avez suivi son ordre, et c'est ce que font les bons soldats. Marcus a regardé la table en bois usé, mais pas assez vite pour cacher l'humidité qui s'accumulait dans ses yeux. Pendant un long moment, il n'a rien dit, sa mâchoire travaillant silencieusement, alors qu'il luttait pour traiter des mots qu'il n'avait jamais espéré entendre. « Merci », a-t-il finalement réussi à dire, sa voix rauque, « pour me dire cela. Pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir aidé à le trouver. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. » « Alors quoi maintenant? » Marcus a demandé après un moment de silence confortable. Retour à Denver? Victoria a regardé autour du café lentement, prenant les détails qu'elle avait initialement rejetés comme pittoresques, mais qu'elle voyait maintenant comme charmants. Les tables en bois usé qui avaient été témoins de milliers de moments ordinaires et probablement de quelques-uns extraordinaires. Le tableau de menu peint à la main énumérant des plats réconfortants à des prix honnêtes. Les crayons de Lily éparpillés comme une explosion arc-en-ciel. Le visage fatigué mais en quelque sorte paisible de Marcus, plus hanté par les ombres qui l'avaient assombri quand ils s'étaient rencontrés pour la première fois. En fait, j'ai pensé que Ridgewood pourrait utiliser un certain investissement. Peut-être un nouveau centre communautaire. De meilleures routes menant à la ville. Peut-être quelques bourses pour les étudiants locaux. Marcus a levé un sourcil avec un amusement sceptique. Cela ressemble à un trajet assez long depuis votre penthouse de Denver. Peut-être. Ou peut-être, j'établirai un bureau satellite ici, travailler à distance pour une partie de chaque semaine. La technologie le rend certainement possible, et j'ai des gens très compétents qui ont géré les choses sans moi pendant des semaines maintenant. Lily a levé les yeux de son dessin avec un intérêt soudain. Crayon figé en plein trait. « Vraiment? Vous reviendriez nous rendre visite? »
Victoria lui a souri. Cette remarquable petite fille qui avait déjà survécu à plus de pertes que la plupart des adultes n'en ont jamais affronté. Si vous me voulez, j'aimerais beaucoup cela. Lily s'est immédiatement tournée vers son père, avec des yeux suppliants auxquels aucun parent ne pouvait éventuellement résister. Papa dit oui. Marcus a étudié Victoria à travers la table. Cette femme qui avait refusé de se rendre quand tous les autres avaient abandonné. Cette femme qui avait en quelque sorte brisé des fortifications, il avait passé 3 ans à construire autour de son cœur blessé. Cette femme qui lui avait donné quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Quelque chose dont il n'avait même pas réalisé qu'il lui manquait jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Une raison de regarder en avant au lieu de regarder en arrière. Bienvenue à Ridgewood, Mademoiselle Sinclair. Elle a souri largement et l'expression a transformé tout son visage en quelque chose de radieux. S'il vous plaît, appelez-moi Tori. Lily a applaudi et est retournée à son dessin avec un enthousiasme renouvelé, ajoutant déjà une 4e figure à l'image sur laquelle elle travaillait. Une femme aux cheveux foncés debout à côté de l'homme grand et de la petite fille, tous trois souriant sous un soleil jaune vif. Il y a 3 ans, Marcus Cole est enterré Ghost dans une petite ville du Colorado et a essayé désespérément d'échapper à son passé. Il s'est convaincu que la simple survie était suffisante, que se cacher était la même chose que guérir, que l'avenir ne contenait rien qui vaille la peine d'être désiré ou espéré. Aujourd'hui, il était toujours mécanicien, toujours père, toujours l'homme tranquille à la lisière de la ville qui restait la plupart du temps seul. Mais il ne se cachait plus et il n'était plus seul et pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait se souvenir, demain semblait plus lumineux qu'hier.